Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Julie Toutain, une jeune maman de 3 enfants instruits en famille. Julie est multicasquette, elle est doula, formatrice, éleveuse et autrice de 2 livres, Naître ici et Allaiter. Salut Julie. Coucou Chloé, merci de me recevoir. Avec plaisir. J'ai choisi d'aborder principalement la question de l'allaitement et l'allaitement non écourté avec toi. Mais si je me suis intéressée à toi, c'est parce que tu soutiens plus largement, je dirais, l'importance de la reconnexion au vivant que tu as mise au centre de ta vie, à la fois personnelle et professionnelle. Donc ça me parle beaucoup parce que c'est aussi sur ce chemin que j'avance. Et voilà. Et dans ce chemin-là, l'allaitement n'est qu'un maillon, mais un maillon élémentaire de cette reconnexion au vivant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a mené à tous ces questionnements? Oui, bien sûr. Alors, comme beaucoup de professionnels, je pense que c'est ma propre maternité forcément qui m'a fait découvrir un peu tout ça. Avant, j'étais plutôt une jeune femme. Je me penchais pas forcément sur les questions de l'allaitement, de la maternité, tout ça. Mais quand je suis tombée enceinte de ma fille, en fait, j'ai rejoint très rapidement une association de, euh, de, euh, de bénévolat pour accompagner l'allaitement maternel parce que ça a fait sens en fait tout de suite. J'étais enceinte peut-être de 2-3 mois quand j'ai vu une conférence. Je peux même dire le nom de l'IBCLC, c'est Virginie Laspingal, qui est une amie aujourd'hui. Euh, et en fait, quand je l'ai écoutée parler, je me suis dit, mais, mais c'est tellement évident, mais je me demande même pourquoi je me suis posé la question, tu vois. Et donc j'ai dit, mais oui, tout ça fait sens. Et j'ai eu à mon tour envie de me pencher sur la question. Alors moi, j'ai un peu tendance, tu sais, dès qu'un sujet me plaît, me passionne, à me lancer dedans, à investiguer à fond, à rechercher, à faire beaucoup d'études sur le sujet. Donc, évidemment, quand j'ai découvert l'allaitement, ça a été le cas. Et puis, j'ai rejoint l'association L'allaitement tout un art. Donc j'ai commencé à me former comme ça avant la naissance de ma fille. Et puis quand ma fille est née, après, ça a décuplé, etc., mon envie. Et lorsque ma fille a eu 6 mois, j'ai découvert le métier de doula. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça, c'est la continuité de ce que je veux faire. Je suis vraiment dans mon chemin. Et donc, je me suis formée avec l'association Doula de France. À l'époque, il y avait très peu de formation. Enfin, avec l'Institut de formation plutôt, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, j'ai appris plein de choses aussi sur le métier de l'accompagnement euh, et sur la naissance aussi, qui est aussi, on va dire, une corde à mon arc. Et puis après, j'ai continué à me former. Je crois que quand on tombe un peu dans le milieu de la formation, on a vraiment envie de... Il y a tellement de choses qu'on voudrait découvrir et tellement de personnes passionnantes à écouter. J'ai notamment fait la formation de 3 jours avec Michel Audin et Liliana Lamers, et également accompagné la vie avec Isabelle Chalut. J'ai accompagné des copines sages-femmes, voilà, et des copines IBCLC aussi. J'ai pas arrêté de me former, de m'informer sur le sujet de l'allaitement, principalement de la naissance et de l'allaitement, puisque je trouve que en fait, c'est par là que commence l'être humain, par sa naissance et puis par le fait d'être nourri par sa mère. Et puis après, c'est là que, voyant en fait le contenu de ma formation de doula et de beaucoup de formations de doula, parce que évidemment, le sujet de l'allaitement, c'est un sujet tellement vaste, je me suis dit que euh, on méritait une formation vraiment dédiée à l'allaitement pour les doulas. À la base, ma formation allaitement, elle était pour les doulas. Et puis maintenant, elle s'est généralisée un peu
à toutes les professions et tous les professionnels qui souhaitent se former. Mais à la base, j'avais vraiment envie de créer une formation complète pour que tout le monde puisse être garant de connaissances sur l'allaitement. C'était vraiment pour l'accompagner au maximum en fonction de la société qu'on a aujourd'hui, en fait, hein, tout simplement. Euh, et voilà comment j'ai créé ma formation. Et aujourd'hui, bah, j'ai mis de côté ma casquette de doula parce que je suis maman de 3 enfants maintenant, du coup. Donc, c'est quand même assez intense, on va dire. Et puis ouais, je suis uniquement formatrice en allaitement maintenant. Enfin, je forme les gardiennes d'allaitement. Et chacune de mes maternités m'a emmenée sur un nouveau chemin. Je prends l'exemple aussi de mon troisième fils, du coup, Loen, euh, qui a, avec lequel j'ai découvert les freins restrictifs buccaux. Donc, j'en parle beaucoup au niveau de la succion du bébé, etc. Et, et en fait, c'est grâce à lui que je me suis formée avec le docteur Caroline Deville qui a une grosse formation sur les restrictions buccales. Et j'ai découvert un nouveau monde. Et c'est là que je suis tombée aussi dans le monde de l'alimentation. Et tu vois, chaque fois, chaque étape de ma vie, j'enrichis mes connaissances et mes formations. Et je pense que j'ai pas fini d'apprendre. Ah non, ça c'est sûr, on n'a jamais fini. On parle beaucoup des bienfaits de l'allaitement, mais pourrait-on plutôt, en étant un petit peu moins langue de bois, expliquer en quoi c'est la nourriture adaptée pour le bébé, à la différence des PCN, donc les préparations commerciales pour nourrissons? J'ai fait un post il y a pas longtemps sur une analyse d'un PCN qui est bio. Donc, un bon PCN, tu vois. Et Mm. quand on se penche un peu sur la liste des ingrédients, on voit tout un tas d'ingrédients en fait qui ne sont pas bons pour l'être humain en général. Typiquement les céréales. Les céréales, on n'est pas fait pour en consommer. Et on a réussi en fait, comme certains légumes aussi, à les consommer de manière pour qu'elles nous donnent les bons nutriments pour la santé en les lacto-fermentant ou en les fermentant, en les germant ou en les faisant tremper pour enlever tous les antinutriments. Or, dans un lait maternisé, en poudre, clairement, on n'a pas tout ce système-là de trempage, de fermentation, etc. Donc, on va avoir des céréales brutes qui sont remplies d'antinutriments et donc qui sont toxiques à long terme pour le bébé. On va avoir aussi tout ce qui est lait pasteurisé. Donc c'est un vaste sujet, l'alimentation, mais c'est assez important, en fait, pour le mettre en relation avec l'allaitement maternel. Euh, Parce que en tant qu'humain, pour se développer de manière optimale, on devrait consommer le plus possible d'aliments bruts et le moins possible d'aliments transformés. Donc, le lait pasteurisé, c'est un aliment transformé. Donc, c'est un lait qu'on va avoir chauffé à très haute température pour le rendre stable, en fait. Sauf que, en fait, c'est dans cet aspect vivant que le lait va trouver tous ses nutriments et toute sa richesse. Donc, comme le lait maternel, en fait, puisque le lait maternel est un fluide vivant. Donc forcément, dans un lait maternisé, on va avoir du lait qui a été transformé, manipulé, dont on a enlevé tous les nutriments essentiels, qui est indigeste et aussi anti-inflammatoire. Et on va retrouver tout un tas de petits composants pour le rendre, pareil, le plus stable possible, hein, parce que un bidon de lait en poudre, ça dure des années et des années. Donc un aliment qui se conserve à long terme, c'est forcément un aliment qui n'est pas vivant, qui n'est pas brut et dont on va avoir enlevé beaucoup, beaucoup de bienfaits. Donc là, je vous montre pourquoi c'est pas spécial, c'est pas adapté à un bébé. Et pourquoi le lait maternel est adapté? Parce qu'à contrario, c'est un fluide vivant. Donc c'est un fluide qui s'adapte tout le temps au bébé, à l'enfant même, quand il grandit, puisque c'est le thème aussi de notre échange aujourd'hui, c'est aussi l'allaitement le plus long possible. C'est un lait qui va s'adapter à la vie du bébé à l'instant T. Quand un bébé est malade, le lait va s'adapter au bébé malade. Quand la mère est malade, le lait va s'adapter pour que le bébé bénéficie des anticorps. Le bébé à 1 mois, il est adapté à un bébé de 1 mois. Le bébé à un Et au mois sexe aussi? au sexe de l'enfant, tout à fait, à ses besoins nutritionnels. Un bébé à 1 mois et 3 jours, il sera un bébé de 1 mois et 3 jours. Et il y a un vrai mensonge qui existe aujourd'hui dans les laits maternisés, c'est que on vous dit que c'est un lait croissance, un lait premier âge, un lait deuxième âge, mais c'est faux. Ce sont exactement les mêmes laits pour tous les âges quasiment. Il y a peut-être une différence de vitamines, mais
c'est toujours un liquide inerte et non adaptatif. Pour avoir un vrai lait qui s'adapte à tous les âges de l'enfant, il n'y a rien d'autre qui existe que le lait maternel. Et sans compter, en plus, tout ce que ça va dépenser en termes d'usinage, de transformation, euh, voilà, qui va faire du mal aussi de manière plus générale, que ce soit à la planète, mais aussi euh, il y a forcément dans les procédés de transformation des toxines qui rentrent, tu vois, des métaux, des nanoparticules, des choses comme ça, Oui. qu'on sous-estime vraiment beaucoup, mais qui aujourd'hui, euh, si on recommande, enfin moi en tout cas personnellement, je recommande de consommer une alimentation la plus brute possible, la plus naturelle possible, c'est vraiment parce que toutes ces transformations, ça a un impact sur notre santé. Voilà, sans langue de bois. Mm. Oui, oui, c'est édifiant. Effectivement, j'avais lu un article sur les nanoparticules dans les boîtes de lait. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et puis, comme tu disais, écologiquement, fabriquer, genre, je me souviens plus des chiffres, mais c'était des milliers de litres, je crois, pour fabriquer un litre un kilo de lait en poudre. Enfin, c'était. Oui, sans côté qu'il faut 3 litres pour 3 litres d'eau. Enfin, il faut rajouter de l'eau pour chaque biberon aussi. Oui, en Alors que plus. le lait maternel, ben, c'est liquide tout de suite, en fait. Donc, Mm, il y a pas de demande, en fait, d'énergie, à part celle de la mère. Mais c'est pareil, on peut nourrir l'énergie de la mère d'une autre manière. Mais ça demande rien, en fait, mm. l'allaitement. Donc, ça a un impact sur la santé générale de l'humain, on va dire. L'allaitement est écologique, à tout Oui, point tout de à vue. fait, à tout point de vue. Mhm. Ok. Et en dehors de l'aspect nutritif dont on a un peu parlé là, qu'est-ce qu'apporte l'allaitement à la relation mère-bébé? Bah, déjà, l'allaitement, c'est vraiment ce que primitivement tout mammifère fait, en fait. Euh, n'importe quel, euh, n'importe quel mammifère va mettre bas et nourrir son bébé de manière instinctive. D'ailleurs, des problématiques d'allaitement, on en voit très peu dans... Alors, je vais parler plutôt des animaux sauvages, hein, parce que tout ce qui est animaux domestiques ou voire même animaux de rente, c'est différent parce qu'on a vraiment un gros impact humain dessus, déjà sur la génétique. On va retrouver les problématiques d'allaitement souvent sur les animaux d'élevage, les mêmes qu'on retrouve chez les humains parce qu'en fait, on a une incidence humaine qui est quand même assez forte. Et c'est ça aujourd'hui qui nous génère des difficultés en fait euh, humaines. Hein, les animaux de, enfin nous en tant qu'humains déjà, on ne s'alimente plus du tout de la bonne façon et de notre façon. Donc on a un développement des mâchoires qui est impacté, etc., etc. Les animaux de rente, c'est pareil. Beaucoup d'animaux de rente mangent des céréales alors qu'ils ne sont pas faits pour ça. Je reviens encore au sujet des céréales, mais même les animaux ne sont pas faits pour en consommer, en fait. Donc, on a des modifications génétiques sur ces animaux-là aussi, comme on en a sur l'espèce humaine. Donc, je vais... mon ratio avec l'animal est souvent porté sur l'animal sauvage qui a été peu impacté par l'incidence humaine. Donc, tous Ouais. les animaux le font de manière instinctive. Et chez tous les mammifères, on va retrouver aussi cette sécurité affective en fait que génère l'allaitement pour le bébé. Donc là, je vais parler pour le bébé, mais pour le bébé, on voit très souvent, si on observe un peu les petits qui s'éloignent un peu de leur maman, qui découvrent quelque chose, c'est leur découverte du monde, mais ça peut leur donner un peu de stress. Ils vont revenir régulièrement à leur base de sécurité et se faire une petite tétée d'une seconde ou deux, parce que la succion, en fait, est vraiment là pour réconforter. C'est vraiment une base de sécurité donc pour l'enfant, ça le nourrit énormément sur sa sécurité affective. Et c'est même la base, en fait, de pouvoir, je sais pas, en discutant avec plein d'amis qui ont allaité leurs enfants, avec plein de mamans que je suis, on a souvent ce truc des enfants, même grands, hein, je parle même des fois d'adolescents, qui, dès qu'ils font un câlin à leur mère, qui posent leur tête sur leur poitrine, ou des fois même carrément, ils posent la main vers la poitrine, ils se sentent tout de suite apaisés, ben c'est pas pour rien en fait, parce que la poitrine maternelle, cet endroit-là, c'est une base de sécurité, c'est une zone hyper sécure pour un enfant en fait, quel que soit l'âge. Et je pense que on pourrait faire le test de ces enfants qui ont été allaités
à 30, 40 ans qui font un câlin à leur mère, de savoir comment ils se sentent quand ils posent la tête contre la poitrine de leur mère. Je suis sûre que instantanément, ça fait baisser le taux de cortisol, donc l'hormone du stress, et ça fait augmenter le taux d'ocytocine parce que, en fait, il y a vraiment quelque chose de primitif et, et d'instinctif dans ce lien, en fait, au sein nourricier et rassurant, en fait. Donc ça, c'est vraiment pour la sécurité affective de l'enfant. Mais pour le lien mère-enfant que tu me parlais dans ta question de base, ben, clairement, une mère qui allait son enfant, elle est dans un processus physiologique de mise au monde elle est dans toute sa primitivité. Donc forcément, elle va générer un taux d'hormones nécessaire pour un maternage optimal. J'espère que c'est clair ce que je vais dire. Je vais essayer de développer un peu plus. Mais dans la nature, euh, c'est la proximité avec le bébé. C'est les premiers instants où la mère commence à lécher son petit, à le coller contre elle. Ces premiers instants de tétée, etc., qui font que moins on a d'incidence là-dessus, moins ça se passe dans une bulle, plus ça se passe dans une bulle, dans un cocon, dans un espace respecté, plus la mère développe des forts en fait. Donc, avoir un bébé en peau à peau immédiatement après la naissance, avoir un bébé qui tète, euh, laisser la mère être dans cet espace en fait de mise au monde le plus fluide possible et le plus instinctif possible, ça va être que hormonalement, elle va produire suffisamment, donc c'est l'ocytocine, hein, l'hormone de l'amour qu'on produit quand on allait. On le produit en masse et c'est d'ailleurs cette ocytocine, c'est une hormone contractile. Donc c'est elle qui permet les contractions de l'accouchement. C'est aussi elle qui permet les contractions des muscles au niveau de la glande mammaire pour permettre l'éjection du lait. Donc c'est une hormone qui est absolument nécessaire, mais c'est l'hormone du bien-être, de l'amour qu'on l'appelle. Et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, quand on en produit, certaines femmes peuvent même le ressentir comme elles ressentent les papillons dans le ventre. Mais cette sensation, même quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît ou quand on lit un livre et on a cette sensation de papillon dans le ventre, c'est juste qu'on est en train de produire une dose d'ocytocine. Ça génère de l'ocytocine. Et plus une mère va être dans cette gestion, cette production d'ocytocine, plus elle va être maternante facilement, plus les choses vont être fluides pour elle, et plus son lien entre elle et son bébé va être fluide, facile et renforcé. C'est un Voilà. cercle vertueux. Oui, exactement. Je suis tombée sur, peut-être que tu connais, il a beaucoup œuvré en ce sens sur l'allaitement, Pierre Lévesque. Il a écrit: Le mode de vie chasseur-cueilleur constitue le paradigme du fonctionnement d'Homo sapiens dans tous ses rythmes biologiques. C'est dans le cadre de ce mode de vie que la nature a forgé l'être humain avec toutes ses caractéristiques vitales. Et en fait, pour moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai pour tout. Et c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour l'allaitement, c'est vrai pour les apprentissages. Parce que je sais que toi aussi, tu es dans les apprentissages autonomes. Et en fait, c'est une même continuité, tout ça. On parle de la même chose. Et c'est revenir à finalement cette question de qu'est-ce que la nature a voulu pour nous. Et c'est ce que tu fais, toi, quand tu vas plutôt regarder du côté des animaux sauvages plutôt que des animaux d'élevage, parce qu'on comprend qu'en fait, c'est biaisé, quoi. La civilisation a presque tout inversé, quoi. Tout à fait. L'être humain, il a une génétique de base, une biologie. Quand on me dit non, mais l'être humain, quand même, aujourd'hui, on a des avancées technologiques qui nous permettent de. Mais à quel prix? À quel prix? On neutralise complètement la nature humaine, en fait. Depuis des décennies, on est vraiment sur une neutralisation de la nature humaine. Donc, quand les gens ils nous disent oui, l'humain va peut-être s'autodétruire, mais oui, à un moment donné, oui, si on continue dans cette voie-là, oui, on peut s'autodétruire. Et c'est même presque un miracle. Des fois, j'ai l'impression qu'on ait survécu à ça, à cette industrialisation. On n'a jamais mieux survécu, pas toute cette industrialisation.
Et aujourd'hui, quand on fait le point, on voit que les maladies explosent, que ce soit les maladies pathologiques à type cancer, ça explose littéralement. Et non, c'est pas parce qu'on n'en parlait pas avant, c'est parce que les gens étaient moins malades, c'est vrai. Aujourd'hui, on est dans une longévité aussi complètement inadéquate. Quand on fait durer des personnes jusqu'à 95 ans sous médicaments, euh, dans des états presque terribles. À une certaine époque, on mourait plus tôt, mais on mourait généralement en pleine possession de nos capacités. Cette espèce de longévité, de contrôle de la mort. On a aussi un espèce de... On dérive un peu du sujet initial, mais cette espèce de contrôle absolu qu'on a, surtout, on va vers un mal-être général. Et on a énormément de dépression. On est dans une société malade, ni plus ni moins. Quand on se penche vraiment, il n'y a pas une personne qu'on connaît qui n'a pas un petit problème quelque part, quoi. Oui, bah, Donc, je c'est te le pas la norme. confirme. On parle beaucoup des bienfaits donc de l'allaitement pour le bébé sur le plan nutritif et même voilà affectif. Mais en quoi est-ce que c'est aussi profitable à la mère? On n'en parle pas assez de ça. Alors, on en a un petit peu parlé sur le lien d'attachement, mais c'est marrant parce que tu vois, je parlais de la société malade juste avant et je parlais justement des dépressions, des choses comme ça. Et j'avais envie de rebondir sur ce sujet de la dépression postpartum. Donc, c'est très chouette parce que ta question, elle vient lancer exactement ce dont j'avais envie de parler sur le mental, en fait, de la mère normale. La normalité, c'est une mère qui est instinctivement faite pour materner son bébé. Et je ne suis pas en train là de jeter la pierre à des mères qui ressentiraient ça. Au contraire, c'est super important d'accompagner ça. Je suis en train de pointer du doigt un problème sociétal qui fait que notre société aujourd'hui, quand je dis qu'on a une société malade, c'est pas pour rien, c'est parce que ces problèmes qu'on justifie comme normal ne le sont pas. Ce n'est pas le propre de l'être humain de réagir comme ça. On est censé donc produire de l'ocytocine. Donc l'allaitement, il favorise grandement. C'est une hormone du bien-être. Donc en fait, avoir un bébé au sein, c'est censé procurer aux mères du bien-être. C'est censé être quelque chose de magnifique, d'épanouissant, etc., etc. Et si c'est pas le cas, c'est que le processus il a été entaché. Mais ce processus, il faut se rassurer dans le sens où effectivement j'entends ces discours de vouloir le normaliser pour pas faire peser une culpabilité, etc., etc. Mais en normalisant ça, en fait, on, on, on oublie d'identifier le problème. On oublie de dire, là, il y a un problème, il faut régler ça, ou il faut au moins l'accompagner de manière plus optimale. C'est qu'on est en train vraiment de se dire, un postpartum, c'est dur, et donc les mères sont OK de le vivre de manière difficile. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours-là, et je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas la faute des mères. Et s'il y a des problèmes, c'est grandement la faute de notre société qui fait qu'on vit totalement à contre-courant de notre besoin. Alors déjà, moi, je trouve que le premier truc, c'est l'alimentation. Hein. Les mères en postpartum, elles sont pas bien nourries. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont si carencées, qu'elles ont des mommy brain, qu'elles sont même en dépression, parce qu'elles n'ont pas les apports qu'il faut pour être parfaitement bien, en fait. Une mère en postpartum qui est bien nourrie, allaiter son bébé, que son bébé se réveille la nuit, normalement, c'est pas censé l'épuiser. Donc, si elle est épuisée, c'est qu'elle est en train de puiser dans des carences qui sont probablement là depuis même avant la grossesse. Hein. Et en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on a on a une base énergétique dans notre corps. Et si on survit toute notre vie avec cette base énergétique qui est nourrie au plus faible, le jour où on a grand besoin d'énergie, on est obligé de puiser dans ces carences et c'est là qu'on va sentir. Donc souvent la grossesse, l'allaitement, ou alors quand on a une pathologie, c'est là qu'on va arriver à sentir que ça va pas. Et on peut très bien se dire, non mais moi, ça fait des années que je me nourris correctement, et tout va bien. Ben oui, parce que jusqu'à présent, ton, 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 ton minimum énergétique, il te permet de tenir le coup sans avoir de problématiques. Mais il y a des grandes étapes dans la vie où on a vraiment besoin d'une réserve nutritionnelle intense. Et cette réserve nutritionnelle-là, pendant la grossesse et pendant l'allaitement, c'est souvent des étapes qui puisent énormément. Et c'est là qu'on voit en fait beaucoup de femmes qui subissent le postpartum et la fatigue.
Mais tout ça pour dire en fait que l'être humain est à contre-courant. Donc on a dit l'alimentation, mais il y a aussi notre famille, notre mode de fonctionnement, puisque nous sommes des individus de groupe. Donc on est fait pour fonctionner en groupe. On n'est pas fait pour vivre des parents isolés avec leurs enfants. On est fait pour être une tribu. Quand on dit il faut un village pour élever un enfant, c'est pas une citation qui est prise n'importe où. C'est que en fait, on a toujours vécu en tribu et en communauté. Quand tu regardes les sociétés tribales, euh, tu vois bien que ils ont un village. Les maisons, elles sont à 20 cm les unes des autres. Le soir, ils font des repas tous ensemble. Ils sont rarement un couple isolé du reste, en fait. Tous les jours, la communauté fonctionne ensemble. On est fait pour fonctionner comme ça. Et les enfants sont faits pour être élevés en groupe, comme beaucoup d'animaux de troupeau. Moi, j'ai des chevaux, donc je peux vraiment le voir aussi. Tu vois, chez les chevaux, quand il y a des poulains, on va différencier les poulains qui ont été élevés en troupeau avec des individus d'âge différents, de sexe différents, et voilà, dans un troupeau mixte. On va différencier ça à des poulains qui ont été sevrés assez précocement, qui ont 5 mois en général, et qu'on met à grandir avec d'autres poulains. On se retrouve avec des chevaux adultes après qui n'ont pas les codes de vie du troupeau, qui sont un peu plus difficiles à éduquer, parce que, et même quand on les met dans de nouveaux troupeaux, ils se battent facilement avec les autres, etc., etc. Parce que nous, on est comme les autres animaux de troupeau. C'est tout le troupeau qui est censé éduquer les enfants. Donc, c'est les enfants plus âgés, mais les grands-parents aussi, les gens plus âgés, remplis de sagesse, qui éduquent globalement et les enfants à grandir sereinement et les mamans à devenir des bonnes mamans. Et ça, on le perd totalement. Nous, dans nos sociétés occidentales, on a des mères qui sont dans une solitude extrême, parfois même avec des pères qui ne sont pas du tout investis dans leur rôle. Donc, comment jusque-là arriver à penser qu'on peut, être, ne pas passer par cette dépression ou cette solitude ou par l'intensité que c'est la maternité. Quand on a un couple, on va dire un couple, quand c'est le couple, mais des fois c'est même une mère qui porte tout toute seule, qui a 1, 2, 3 enfants. Comment penser qu'elle peut y arriver seule? C'est impossible. C'est impossible. C'est normal en fait qu'on soit dépassé parce qu'on agit à contre-courant de nos besoins humains. Donc, pour en revenir à ta question principale, l'allaitement est censé être épanouissant. Épanouissant parce qu'il génère l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Donc, une mère est censée se complaire dans la maternité de manière instinctive, on va dire. S'il n'y a pas, il y a des choses qui font qu'une mère peut ne pas être maternelle. C'est pas sa faute, mais il y a un gros travail, enfin moi en tout cas, dans ce que j'essaye d'œuvrer et de transmettre au quotidien, c'est qu'il y a vraiment un gros travail pour être là pour les mères et les aider à traverser tout ce que la maternité peut nous faire vivre. Et notamment dans le cas de l'allaitement, parce qu'en fait, l'allaitement, c'est épanouissant. Et si ça ne l'est pas, ça peut devenir un calvaire, en fait. Et sinon, en parlant de bénéfices pour la mère, je peux ajouter quand même que physiquement, en fait, une mère qui allaite sera forcément beaucoup plus en santé qu'une mère qui allaite pas. Alors, j'ajoute une modulation forcément pour ces carences du postpartum qu'on a beaucoup. On peut avoir des mères extrêmement fatiguées et à bout qui allaitent du coup parce qu'elles puisent énormément dans leur réserve énergétique. Mais techniquement, avec une mère bien nourrie, on a aussi des hormones qui sont là en fait pour un maternage optimal. Typiquement, l'hormone de la prolactine qui permet en fait à la mère de se réveiller la nuit parce qu'un bébé n'a pas du tout le même rythme qu'un adulte. Il va se réveiller régulièrement. Et une mère qui allaite, en fait, de manière très grossière, je vais le présenter, elle ne connaît pas le sommeil paradoxal. Donc, quand elle ferme les yeux, elle tombe de suite en sommeil profond. Ce qui fait que même si elle dort 3 heures, elle va dormir 3 heures de sommeil profond. Et ça, c'est typiquement fait pour qu'une mère ne soit pas fatiguée face aux nombreux réveils de son bébé. Ça a un impact santé. Et les études prouvent aussi que les mères qui allaitent
ont une meilleure récupération de l'utérus, forcément, parce que, comme je l'ai dit, l'ocytocine est une hormone contractile. Donc, ça permet à l'utérus de récupérer sa bonne place parce que il a davantage de contractions et donc il récupère beaucoup plus vite. Une mère qui allaite a beaucoup moins de risques de développer des cancers. C'est très protégeant des cancers, puisqu'en fait, tout simplement, le corps fait son job. Si on a coupé le corps dans son... Une mère qui allaite pas, elle a donné naissance, son corps est prêt à allaiter. Et il est prêt à allaiter plusieurs années. Quand on coupe un allaitement, on coupe direct le corps ce qu'il était prêt à faire. Donc, il y a tout un process, en fait, de revenir en arrière sur le corps ou de ne pas le laisser s'exprimer. Couper l'allaitement, ça va vraiment au-delà d'arrêter le lait, en fait, d'une mère. Hein. Ça lui coupe ce pourquoi elle est programmée biologiquement. Voilà. Donc, Ouais. une mère survit à ça. Hein. C'est comme une mère qui perd son petit dans la nature. Une mère survit à ça. Néanmoins, l'impact que ça a hormonalement et physiquement sur son corps, il n'est pas à négliger non plus. Et il y a aussi le dernier point, c'est que certains cancers du sein sont diminués jusqu'à 94% de risque de moins. Ça, ce sont des études qui sont vérifiées. Donc, elles sont programmées pour avoir 94% moins de chances que les autres femmes à avoir des cancers du sein. Et on parle aujourd'hui d'allaitement long. Est-ce que le terme allaitement non écourté te semble plus approprié? Oui, et d'un autre côté, je me dis qu'il ne faudrait même pas avoir de terme. Un allaitement est un allaitement, quel que soit le temps qui dure, en fait. On ne devrait pas avoir... Mettre un terme, ça veut dire justifier quelque chose qui n'est pas à justifier. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Oui, effectivement, il est plus juste, forcément, parce qu'allaitement long, ça sous-entend que ça traîne en longueur, mais en même temps, non écourté, ça sous-entend aussi que y a quelque chose, tu vois? Donc, Oui, il y a une durée. Enfin, ça parle de durée, alors qu'en fait, enfin, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la durée de l'allaitement? Parce que l'OMS recommande, elle, l'allaitement maternel, donc exclusif pendant 6 mois et au moins jusqu'à 2 ans. Donc, on peut se demander, quand on n'a pas allaité ou quand voilà, on est une jeune mère, quand est-ce que c'est le sevrage naturel? Est-ce qu'on a une réponse à ça? on n'a pas vraiment de réponse à ça parce que il n'y a pas si longtemps, j'ai fait des études euh, juste poussées sur l'allaitement où on voyait que la moyenne était entre 5 et 7 ans. Aujourd'hui, quand on regarde anthropologiquement, on voit que c'est plutôt autour de 4 ans, la fin de l'allaitement. Mais il y a des données qui ne sont pas prises en compte. C'est-à-dire qu'anthropologiquement, on devrait allaiter nos enfants moins longtemps. Ils devraient être allaités jusqu'à 3 ans à peu près. Parce qu'après, ils sont capables de manger correctement et de se nourrir de la meilleure des façons. Seulement, en fait, on est dans une société aujourd'hui qui fait que les enfants, déjà, ils ont une sécurité affective qui est modifiée parce que, justement, comme je le dis, on n'est plus tout un village pour éduquer les enfants. Donc, ça fait beaucoup peser de poids sur les parents. Donc, forcément, c'est pas toujours évident. Et puis parce qu'en fait, les enfants ne se nourrissent pas bien aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si on devrait prendre l'allaitement, on est plus sur un sevrage autour de 5-7 ans, mais parce qu'on est encore une fois à contre-courant de notre biologie. Si on était des êtres primitifs et instinctifs, on devrait allaiter jusqu'à 3-4 ans, tu vois. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit prendre tout dans la balance, absolument tout, te les donner, en fait, c'est-à-dire notre mode de vie actuel, notre mode d'alimentation actuel, euh, on va se situer vers un arrêt qui serait plus logique plus tard, parce qu'on a reculé un peu dans notre évolution. Nos enfants ne sont plus autonomes au même âge. À l'époque, à 3 ans, un enfant, il savait dépecer un animal, même peut-être même chasser des petits animaux, tu vois. Ils étaient autonomes. Aujourd'hui, un enfant de 3 ans, il n'est pas autonome. Enfin, ça dépend des enfants, mais j'entends ce que je veux dire, c'est que le développement de nos enfants, c'est pas le même que le développement de nos enfants avant. Et je pense que c'est vraiment une donnée à prendre en compte.
Mm. Donc, en fait, je crois qu'on ne peut pas donner d'âge à l'arrêt de l'allaitement. Mais je pense juste il faut juste se dire que même un enfant qui a allaité tardivement, c'est parce qu'il en a besoin. Il n'y a absolument rien de malsain. Même un enfant qui est au sein à 7 ans, ça n'a rien de malsain. C'est probablement parce qu'il en a besoin. Et je pense que c'est ça, en fait, la vraie donnée à prendre en compte. On a toujours envie de faire des moyennes, des statistiques, etc. Et moi, je suis plutôt en faveur de toujours faire du cas par cas. Chaque histoire, chaque enfant, chaque humain est différent. Et pareil, dans la nature, on va avoir des moyennes, effectivement, mais on va avoir des animaux qui sortent complètement de la moyenne. Euh, et c'est normal aussi. Et tu vois, par exemple, typiquement les chevaux que j'étudie beaucoup, si on laisse une mère avec son petit des années dans le troupeau, on peut avoir un individu qui va téter parfois des années durant, euh, mais ça n'a rien de nutritif en fait. C'est vraiment pour le contact avec sa maman. Je pense que nutritivement, il y a un moment donné où l'allaitement n'a plus d'intérêt pour l'enfant, s'il a tous les apports extérieurs. Par contre, au niveau rassurance, au niveau contact, lien avec la mère, c'est super important. Moi, je te dis, mes chevaux, des fois, 4, 5 ans, 6 ans, un poulain qui a été élevé avec sa mère à 6 ans, il peut avoir envie de temps en temps de revenir vers la mamelle. Alors la mère, elle peut totalement lui dire c'est mort, n'y pense même pas. Mais par contre, il peut avoir ce réflexe-là et aucun animal va dire mon Dieu, il est trop grand pour aller téter. C'est juste OK, tu vois. Et je pense que nous, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment ça, du cas par cas, et de se dire bah oui, il y a des enfants qui vont avoir envie de téter longtemps sans que ce soit problématique. Je pense pas qu'il faille faire une norme de ça. Quand c'est naturel, on le sait en général. Voilà. Le sevrage, il se fait de façon fluide. Il n'y a pas de question. Enfin, quand on est OK avec le fait que ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera, bah, ça s'arrête sans qu'on s'en rende compte. Enfin, moi, je sais à titre personnel que mes deux premiers enfants, bah, je n'ai pas de souvenir vraiment de quand De ça s'est l'arrêt. arrêté parce que c'était fluide en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai l'exemple aussi avec les miens, pour mon histoire assez personnelle aussi. Ma fille et mon fils se sont arrêtés de téter à peu près en même temps. Donc, ma fille avait 4 ans et mon fils 2. Pendant la grossesse enfin, à peu près à la grossesse de mon troisième, du coup, euh, ma fille, elle avait 4 ans et elle tétait une fois, peut-être par mois, voire tous les 2 mois. Tu vois, Mm. c'était vraiment. En fait, encore une fois, je prends cet exemple comme les chevaux dans leur troupeau, etc. C'était vraiment. Ça n'avait absolument rien de nutritif à 4 ans. Euh, mais elle se prenait un gros coup de peur où elle se faisait très très mal. Et là, elle demandait une tétée. C'était une tétée qui durait 10 secondes, hein, peut-être. Mais elle avait besoin de ce contact-là, de cette espèce de mécanisme de rassurance, juste pour remplir son réservoir affectif à ce moment-là. C'est ce qui se passe aussi naturellement dans la nature. Quand on a des animaux de troupeau qui vivent avec leur mère pendant des années, on peut avoir un jour un stress, un chamboulement qui fait qu'ils ont envie de téter de manière instinctive. Et on n'est pas différent des autres animaux, hein. Il faut vraiment qu'on se garde ça dans la tête. Il faut qu'on arrête de se croire supérieur ou quoi que ce soit. On n'est pas au-dessus de la nature. Ça, c'est vraiment une phrase très importante que j'essaye de communiquer tout le temps quand je partage des choses. On n'est pas au-dessus de la nature. Quoi qu'on fasse, on n'est pas au-dessus de la nature. Et donc, du coup, ma fille, elle venait téter une fois ponctuellement. Et puis un jour, je me suis dit, bah, elle tète plus. Et j'ai jamais su quelle était sa dernière tétée, tu vois. Mm. C'était, voilà. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Mon fils, c'était un peu différent, puisque en fait, il a arrêté de téter le jour de la naissance de mon troisième. Euh, donc ça aussi, de manière naturelle, une femme qui va tomber enceinte, une femelle qui tombe enceinte, elle va naturellement ressentir ce qui peut être aversion, difficulté à l'allaitement, et c'est normal, c'est parce qu'elle se prépare à materner un nouvel enfant, et que biologiquement, en fait, le plus grand est capable de se débrouiller, donc son corps est vraiment tourner vers le maternage de celui qui arrive ou qui est là juste présent. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'aversion pendant la grossesse, c'est parce que le corps a besoin de s'occuper du celui qui va arriver et c'est totalement
normal en fait de ressentir des choses. C'est normal aussi d'avoir envie de continuer. Moi, tu vois, pareil, hein, encore une fois, l'exemple des chevaux, parce que je travaille avec eux tout le temps. Moi, j'ai une jument qui est pleine, que j'ai achetée pleine et avec une pouliche, et elle a continué à allaiter sa pouliche pendant sa gestation, mais on sentait que c'était dur pour elle. Elle se tendait à chaque tétée, etc., etc. Donc, c'est un phénomène totalement normal qui fait que certaines vont arriver à passer outre et à allaiter encore, les plus maternantes, et les moins maternantes, ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas. Hein. Quand je dis plus ou moins, c'est même pas un terme super adapté, ça dépend du moment de l'histoire. Mais certaines vont vouloir arrêter la tétée pendant la grossesse ou à la mise bas. Et en fait, c'est totalement normal parce que c'est juste instinctif et il n'y a pas de choix mieux que les autres. Et ça arrive aussi que des petits, donc les enfants, en fait, c'est pareil dans le monde animal, donc j'ai un peu tendance à croiser entre ce que je dis pour les humains et pour les animaux, mais ça fonctionne pareil. Il peut y avoir des enfants qui se mettent à retéter après la naissance et qui ont arrêté pendant toute la grossesse, par exemple. Ça arrive fréquemment. Et en fait, c'est totalement... Il y a pas de... Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Je veux dire, faut juste se faire confiance et faire confiance à ses enfants aussi dans leurs besoins. Moi, je sais que mon deuxième, du coup, il a arrêté de téter à la naissance et il n'a jamais revoulu. C'était presque moi qui lui disais, t'es sûre, tu veux pas téter? Il était ah, non, 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 tu sais. Moi, je disais, mais non, c'est pas possible. Déjà que quand on a un nouvel enfant, celui de juste avant, il nous semble immense, comme si il avait pris 10 ans d'un coup. Mais alors, en plus, là, le fait qu'il arrête de téter, moi, j'étais là, non, et tout. 2 ans, c'est trop petit. Mais en fait, ça s'est fait de manière naturelle. On peut pas dire, il a été induit par la situation, mais pour autant, on peut pas dire que ça n'ait pas été naturel, puisqu'une grossesse et une naissance, c'est quelque chose de naturel. Donc, voilà, c'est propre à chaque individu, à chaque enfant, et pas seulement à chaque femme, parce que bah, d'un enfant à l'autre, on est des mères différentes, en fait, euh, dans notre chemin de maternité. Et toutes les histoires enfin, voilà, ont existé parce qu'elles devaient exister comme ça aussi. Et bon, voilà, on va pas, on pourrait papoter pendant des heures parce que c'est passionnant, mais j'aimerais quand même, je peux pas m'empêcher de poser cette question que j'avais préparée quand même parce que pour moi c'est essentiel et s'il y a des jeunes mamans ou des futures mamans qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'elles aient un petit mot à ce sujet parce que c'est quand même fondamental, surtout si elles ont dans l'idée qu'elles aimeraient allaiter justement. On sait aujourd'hui que la façon contre nature qu'ont les femmes d'accoucher aujourd'hui, avec toutes ces interventions, le manque de respect de la physiologie de l'accouchement, voilà, je renvoie à l'épisode justement avec Michel Audin qu'on a enregistré, et puis à tout plein d'épisodes enregistrés aussi à ce sujet. Tout ça, ce manque de respect de la nature, finalement, ça a un impact sur l'allaitement, avec des difficultés à mettre en place l'allaitement, voire même que l'allaitement est rendu impossible. Je pense notamment aux travaux de Jack Newman à ce sujet, tu dois connaître. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu en 2 mots de ça, du respect de la physiologie de l'accouchement pour ensuite permettre le respect de la physiologie de l'allaitement et sa possibilité? En 2 mots, ça va être difficile. Je vais essayer de faire rapide. Désolée. Non, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Oui, c'est d'ailleurs un de mes gros paragraphes sur mon niveau 2 de formation et dans mon livre, l'impact de la naissance sur l'allaitement, parce qu'il est réel et il est non négligeable. Effectivement, vu qu'on est contre les lois de la physiologie, ça peut clairement nous rendre l'allaitement plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. On a plein de façons de pouvoir développer l'instinct des mamans qui ont vécu une naissance non physiologique, typiquement en faisant beaucoup de peau à peau, en essayant de recoller à la primitivité en fait. Plus on va laisser les mères agir avec instinct, plus on va faciliter l'allaitement. Donc c'est certain que si on démarre avec une naissance physiologique, quand on a des accouchements à domicile, on a 95% de femmes qui allaitent à la naissance. C'est pas rien, 95%. C'est énorme parce que en fait, c'est facilité par une naissance optimale. Aujourd'hui, voilà, moi je suis un peu
j'ai à cœur qu'on s'éloigne un peu des études, etc., des chiffres, des normes. C'est toujours, il faut toujours tout justifier avec des études, des normes, des trucs, des machins. Mais néanmoins, des fois, les études, ça permet quand même aussi de mettre en lumière certains points. Mais le fait est que beaucoup de femmes qui ont une naissance physiologique allaitent de manière beaucoup plus fluide. Ben, c'est une vérité, c'est réel. Parce que leur corps, en fait, si on prive, c'est comme quand je parlais de couper le lait, si on prive le corps de ce qu'il est censé faire, sa mécanique, elle est bloquée. C'est un peu comme quand on démarre une voiture, s'il y a un problème à l'embrayage, bah, ta voiture, elle va pas démarrer. Ou elle va fonctionner de manière... Enfin, elle va pas bien fonctionner. Et bah, c'est pareil. Si on prive le corps de son moteur, de son élément essentiel, forcément, toute la mécanique va à un moment donné s'enrayer. Mais ça se répare une mécanique et on peut toujours prendre un peu le contre-pied. Ça, c'est le message un peu positif que j'aimerais donner aux mères. On a quand même 95% des naissances à peu près qui se font de manière non physiologique. Alors, non physiologique, pour moi, une naissance physiologique, on va dire plutôt une naissance naturelle, parce que une naissance physiologique à l'hôpital, c'est forcément une naissance qui est impactée à un moment Mm, donné. C'est pas seulement accoucher sans péridurale, en fait. mm, Parce que déjà à l'hôpital, on ne te laisse pas délivrer ton placenta de manière naturelle. Et même des fois, en accouchement à la maison, on ne le fait pas non plus. Hein. Déjà, rien que de mettre de l'ocytocine de synthèse pour une délivrance du placenta, ça a un impact sur l'allaitement. Parce qu'en fait, c'est aussi l'allaitement qui permet d'éviter les hémorragies postpartum. C'est la mise au sein précoce des bébés, donc cette espèce d'instinct qu'ont les mères de prendre les bébés, de générer de l'ocytocine. C'est l'ocytocine en fait qu'une mère va fabriquer en étant en contact étroit avec son bébé juste après la naissance, qui permet une bonne délivrance du placenta, donc de limiter les hémorragies. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la délivrance dirigée qui permet d'éviter les hémorragies. Ça, c'est un contrôle de l'humain. Mais plus on va respecter, on va arrêter de manipuler les bébés dès la naissance. Plus on va respecter la bulle, plus on va respecter la primitivité de la naissance, plus on va mettre du bon côté ce qu'il faut en fait pour qu'une mère, elle ait sa machine qui fonctionne parfaitement. Euh, donc, cette mise au sein précoce, et là je parle pas d'ouvrir la bouche du bébé ou de lui coller le mamelon dessus, mais rien que le fait de poser le bébé contre le ventre de sa mère, de le laisser grimper, parce que ce réflexe de fouissement qu'on voit souvent avec des bébés qu'on pose sur le ventre, qu'il a à zéro heure de vie, le réflexe de grimper sur la mère, d'ouvrir la bouche pour aller saisir le mamelon, ça peut prendre plusieurs minutes, mais c'est quand même incroyable de voir ce dont un nouveau-né est capable. Et le nouveau-né, moi, j'ai vraiment, comme je vous parle de primitivité tout le temps, le nouveau-né, c'est l'être humain dans sa forme la plus primitive. Lui, il mm. n'est pas du tout parasité. Il naît vierge, il est primitif. Et je trouve que respecter cette primitivité, c'est vraiment l'essence de quelque chose qui est d'une machine qui va rouler en fait plus facilement. C'est en dehors des problématiques type, j'en parle des restrictions buccales qui, elles, touchent beaucoup de bébés qui sont liées à notre involution. Mais néanmoins, 70% des bébés peuvent être touchés par des restrictions buccales. C'est quand même un gros chiffre. C'est lié au fait que, comme on est encore dans l'industrialisation de notre alimentation, de notre nature, etc., on a des mâchoires qui se développent de la mauvaise façon. C'est de l'épigénétique. On a nos gènes qui sont modifiés, etc., etc. Mais un bébé qui naît avec des restrictions buccales, l'allaitement, pour lui, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau parce que ça mobilise ses mâchoires, il aura beaucoup, beaucoup moins de difficultés enfant et adulte après parce qu'il a été allaité. Un enfant allaité, déjà, un enfant allaité, on va le diagnostiquer, les restrictions buccales, parce qu'un bébé au biberon, on ne peut pas le voir, en fait, tant qu'il est petit, puisque un biberon, ça coule toute seule. Donc, il y a plein de symptômes qui pourraient nous y faire penser, mais vu que dans l'allaitement, c'est la succion qui nous envoie le premier message d'alerte, ça va être plus facile de diagnostiquer. Mais euh, un bébé qui est allaité, c'est vraiment un cadeau pour toutes ces problématiques. Voilà, plus on va respecter la primitivité, plus on va se mettre des
des points positifs en fait de côté pour que ça marche bien après, quoi. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces informations. Je pourrais en parler Euh, des heures, hein. oui, oui, oui. Et puis il y a plein de choses sur lesquelles il y aurait plein de choses à dire. Mm. Quand tu as parlé des tribus, on pourrait parler aussi, je pense, ensemble de la façon dont on vit aujourd'hui, dont on éduque nos enfants. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, Tout à là, on fait. va essayer de restreindre à l'allaitement. Peut-être une prochaine fois, on se retrouvera dans le podcast pour aborder d'autres sujets. En tout Mm. cas, merci beaucoup. Et Avec puis, plaisir. je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup à toi aussi. Salut. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.